Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité et votre participation à cet épisode des Jeudis de l'innovation au FLE intitulé Outils IA en classe de FLE. Alors, je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence à l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de ces outils-là qui nous impressionnent tous les jours et que nous avons commencé à prendre l'habitude à compter sur eux et à les utiliser peut-être maintenant quotidiennement. Donc, ça nous permet justement de découvrir leur richesse et de pouvoir explorer tous les jours leur potentiel. Et l'objectif justement de cet épisode aujourd'hui, c'est de mettre le focus sur comment optimiser l'usage de ces outils de l'intelligence artificielle en classe de FLE. Et on va pouvoir, à travers cet épisode, de découvrir les particularités et les spécificités de ces outils-là, qu'on appelle les outils intelligence artificielle génératif. On va pouvoir également découvrir la diversité de ces outils et identifier la plus-value pédagogique en classe. Bien évidemment, à la fin, je vais pouvoir donner quelques exemples concrets pour l'usage de l'enseignant et de l'apprenant, même si je les ai un peu mélangés, on va voir, mais on va quand même pouvoir identifier quelques exemples concrets. Alors, pour commencer, on voit que l'intégration des outils de l'intelligence artificielle dans les classes de français langue étrangère commence à petit à petit à prendre place et puis on essaye d'explorer les possibilités qu'ils offrent pour enrichir l'expérience d'apprentissage. Alors, ces outils-là peuvent apporter vraiment un souffle d'innovation, surtout en rendant le processus ou l'expérience d'apprentissage plus interactif, personnalisé et ludique. Donc, c'est important de voir que les enseignants commencent petit à petit à compter sur ces outils pour la création de cours. Tout simplement, d'abord, les enseignants commencent à concevoir des cours interactifs et puis ils peuvent aussi les rendre plus dynamiques avec justement ces outils, d'autres outils qui nous permettent de générer des textes, des images. Et puis, ils peuvent également personnaliser le contenu pédagogique. Et ça, c'est une des plus grandes plus-values pédagogiques de ces outils-là. Vraiment, c'est la valeur ajoutée qu'on retrouve, c'est que les enseignants peuvent utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour générer un contenu et des activités personnalisées en fonction des besoins, du niveau, du profil de l'apprenant. Et cette identification des besoins-là, elle permet vraiment à l'apprenant de pouvoir travailler sur des compétences linguistiques qui correspond à son besoin et puis ça renforce justement son niveau. Donc cette possibilité de proposer aussi un soutien ciblé pour combler les lacunes, ça donne, si vous voulez, cette possibilité de diagnostiquer aussi les besoins et les lacunes des apprenants et de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Donc ça, c'est une très grande plus-value également. Et puis, on peut également aussi utiliser ces outils il y a énormément d'outils maintenant, un dispositif complet qui est spécifiquement conçu pour les enseignants. On va voir Magic School, par exemple, ou Teacher's Ed, ou Character AI. Ce sont 3 outils qui nous montrent qu'on peut vraiment concevoir tout le dispositif basé sur l'intelligence artificielle et que les enseignants puissent justement offrir des activités innovantes et puis vous pouvez par exemple en tant qu'enseignant de FLE monter ce dispositif à partir de ces outils-là pour à la préparation de certifications DELF par exemple. Ça existe de plus en plus maintenant, des choses qui peuvent nous permettre de créer et puis de trouver des ressources aussi, hein. Ce sont des outils qui nous permettent de nous ouvrir à des multiples ressources. Donc, on peut accéder à des ressources et un contenu multimédia facilement.
Alors voilà, ça pour commencer, on aimerait bien comprendre quand même la particularité et les spécificités de ces outils-là. Quelle est la différence entre un outil issu de l'intelligence artificielle et un outil numérique lambda qu'on connaît, quoi. Donc, on va voir qu'un outil numérique, c'est juste un logiciel ou un programme informatique qui utilise des données numériques. Donc, ça utilise ces données pour accomplir une tâche et ça peut inclure bah, les logiciels de traitement de texte, Word, ça peut inclure aussi les éditeurs d'activités, les exerciceurs, ou bien des jeux vidéo. Donc là, ce sont des outils qui peuvent ne pas nécessairement utiliser l'intelligence artificielle pour fonctionner. Par contre, nous, on est concernés aujourd'hui par les outils d'intelligence artificielle qui ont cette particularité d'utiliser des algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est une série d'instructions précises, ordonnées, utilisées pour résoudre un problème ou exécuter une tâche. Donc là, on va voir des modèles d'apprentissage automatique qui nécessitent généralement un niveau d'intelligence humaine. C'est ça qui les distingue d'un outil lambda, si vous voulez. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très précis. On va voir les assistants virtuels, comme Siri sur Apple. Alors là, Siri, bonjour Siri, trouve-moi quelque chose, il va pouvoir vous aider. Et puis, bah, les chatbots sur les sites web du service clientèle, quand vous entrez sur un site de la SNCF, par exemple, ou un site d'un hôtel, vous pouvez avoir un assistant virtuel qui vous dit bonjour, je m'appelle Chloé, posez-moi n'importe quelle question, moi je vais vous répondre. Eh bien, bah, ces chatbots-là, ils commencent justement à prendre aussi place dans nos dispositifs et on va retrouver même des sites pour l'apprentissage des langues comme Duolingo, Babel, Bouzou. Ce sont des communautés d'apprentissage qui accueillent des millions d'êtres humains. Eh bien, ils commencent à intégrer ces assistants d'apprentissage-là pour offrir une aide à l'utilisateur en fournissant des informations, des exercices pratiques, des rétroactions personnalisées. Donc, à l'intérieur de ces sites-là, on va trouver un assistant virtuel qui va guider les apprenants dans l'apprentissage des langues. Et c'est là où on va voir justement la richesse de ces outils-là, des outils de l'intelligence artificielle. Donc, en gros, tous les outils d'intelligence artificielle sont des outils numériques, mais tous les outils numériques ne sont pas nécessairement des outils d'intelligence artificielle. Voilà la différence. Alors, pourquoi on les appelle génératifs, cette expression-là? Bien évidemment, c'est très simple, c'est parce que ça génère un contenu. On va pouvoir être capable de générer un contenu original. Par contre, cette originalité-là, elle est vraiment très intéressante. Quand on travaille dans un contexte en ligne, que ce soit un cours en ligne ou une formation en ligne, on avait du mal à trouver des, des ressources qui sont adéquats ou ad hoc pour notre formation. Il y avait aussi des droits d'auteur, il y avait également beaucoup de soucis par rapport à ça. Et là, on va pouvoir produire du texte, des images, des vidéos, de l'audio, même de la musique, de manière autonome. Et on est face vraiment à des outils capables de créer du contenu nouveau et tout neuf, diversifié en fonction des instructions fournies par l'utilisateur. Donc ça, c'est également une chose qu'on rencontre tous les jours et qui nous rend ravis, voilà, tout simplement. Cette possibilité de créer, de créer quelque chose de nouveau et original. Alors, venons maintenant à examiner la variété et la diversité de ces outils-là, des outils IA génératifs. Bien évidemment, je suis là pour vous donner des exemples. C'est sûr qu'on va citer quelques-uns d'entre eux. Eh bien, d'abord, quand vous voyez ces applications de l'intelligence artificielle qui vont générer ce contenu-là, eh bien, l'exemple le plus, la vedette, c'est ChatGPT pour un outil pour générer un contenu texte. Et bien, ChatGPT va être bien évidemment là pour répondre à vos requêtes textuelles et pour pouvoir générer du contenu. Alors, il y en a un qui est en train de les détrôner et qui a une certaine
enfin un plus si vous voulez, c'est Perplexity. Et Perplexity, il nous impressionne également dans la mesure où c'est un moteur de recherche qui va se baser sur le web pour répondre et à vous fournir des images, du texte, des liens, des vidéos en même temps, alors que ChatGPT, à un certain moment, il va vous dire, bah, moi, je suis programmé jusqu'à les années 2021, je ne peux pas aller plus loin, par exemple. Donc, Perplexity, je trouve qu'il a un potentiel extraordinaire en ce moment et détrône de loin ChatGPT. Après, il y en a d'autres, bien évidemment. Hein, je veux dire, ça se développe tous les jours. On va pouvoir trouver des générateurs du contenu qui vont tous les jours, bien évidemment, apparaître. Alors, des outils d'image. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, moi, si vous voulez, j'aime pas du tout entrer dans des outils où je dois payer. Moi, j'utilise la version gratuite et il y en a qui sont vraiment très intéressants, des générateurs d'images qui sont gratuits. Alors, il y a celui Leonardo, je le trouve bien. Il est bien, il répond parfaitement. Il y a, bon, Midjourney, il a du potentiel, mais il faut effectivement payer comme celui, comme Dali, voilà. Et puis, bah, il y en a d'autres aussi qui sont gratuits. Il faut vraiment qu'on se focalise sur la gratuité parce que c'est des outils quand même qui peuvent avoir aussi beaucoup, enfin, qui peuvent vous demander à payer et puis bah, avoir des, euh, des abonnements. Alors, bon, moi je trouve par exemple HeyGen, celui qui va dupliquer le son en 8 langues, qui va doubler des vidéos en 8 langues, il est intéressant. Bon, parfois, moi personnellement, parfois je paye pour pouvoir explorer un peu plus. Alors, outils vidéo. Alors, les outils vidéo, moi j'ai utilisé par exemple Movely. Il m'a fait plaisir. Voilà, c'était une belle expérience de création de contenu vidéo. Ce sont des outils très simples à utiliser, très intuitifs, et puis bah, ça transforme parfois le texte en vidéo animée avec des avatars personnalisés. Et ces outils-là ont un vrai potentiel croissant de la diversité. Voilà, ça diversifie, si vous voulez, le contenu. Moi, je suis pas là pour faire la pub d'un outil contre un autre, mais je vous donne quelques exemples, mais bien sûr, vous allez trouver d'autres, et peut-être à la fin de cet épisode, on va en parler. Mais on peut aussi générer des quiz. Par exemple, QuizBot, ça nous permet de générer des quiz, même il est en cours de développement parce que parfois il y a quelques bugs, mais on peut quand même pouvoir monter une série d'activités sur QuizBot facilement. Il y a la génération audio. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Convertir un texte en audio, l'audio read par exemple, ou bien TalkNote. Voilà, ce sont des outils intéressants. Et puis, bah, celui qui va générer des musiques, c'est celui de Google, très connu, hein, At the Kitchen. Alors voilà quelques exemples, mais voilà, cet outil va pouvoir créer la musique originale en utilisant des motifs, des styles à partir voilà, d'un système voilà, de divers genres et styles. Alors, ce qui me permet, si vous voulez, vous pouvez retrouver, tester, expérimenter les outils. Il ne faut pas avoir peur parce que ce sont des outils très simples à utiliser, ils sont accessibles et on va pouvoir facilement trouver un tutoriel qui nous permette rapidement de cerner l'usage. Moi, je me souviens, il y a 2-3 semaines, j'ai juste montré le 3 minutes de tutoriel sur Movely pour créer des vidéos à mes étudiants. Et puis, je leur ai dit, allez, c'est à vous de créer la vidéo. Les vidéos étaient vraiment un plaisir. Un plaisir à voir une vidéo de 2 minutes autour de la francophonie où ils ont mis les drapeaux, les croissants, voilà, et c'était très sympa. Et vraiment, avec la musique, le rendu m'a fait plaisir. Donc et ça a été créé très rapidement. Hein. Moi, je leur ai donné quoi, 20 minutes pour pouvoir le créer, le tester. Donc, ça fait plaisir. Parce que je suis issue du monde du e-learning. J'ai travaillé pendant des années sur des projets de formation en ligne et je sais l'accessibilité à ces ressources-là, comment était assez complexe. On avait besoin d'un informaticien qui va nous générer tout ça. Et là, maintenant, c'est accessible à nous et avec un tutoriel, le tour est joué.
Alors bon, on va pouvoir mettre un petit focus maintenant sur la plus-value pédagogique parce que c'est quand même intéressant. On peut les voir, mais c'est important quand même qu'on les intègre en classe, qu'on les intègre au sein d'un scénario cohérent et puis, bah, de qualité, hein. C'est pas juste, avoir l'intelligence artificielle en classe. Il nous ça nous permet quand même d'avoir cet accès à une multitude de ressources et puis, bah, il nous recommande des ressources adaptées pour chaque apprenant. Il nous recommande des articles, des vidéos, des exercices, et puis bah, en fonction de leur progrès et leur intérêt. Alors, je fais un petit focus sur les chatbots. Quand on les voit, ils peuvent représenter vraiment une opportunité, hein, pédagogique parce qu'ils peuvent permettre aux apprenants d'exercer, d'améliorer leur niveau de langue à l'écrit et à l'oral. Alors, les chatbots et les assistants virtuels, maintenant, ils sont disponibles en fonction vocale et en fonction écrit. Donc c'est du chat écrit. Puis voilà. Donc on va pouvoir aussi en classe générer des exercices, des supports interactifs. On va pouvoir, par exemple, trouver cette possibilité avec des outils comme ClassPoint AI. Et ben, là, on peut vraiment concevoir et générer des questions à partir de n'importe quelle diapositive, PowerPoint. Ça facilite, ça nous permettre de gagner un temps et puis bah, c'est vraiment assez interactif. Donc cette possibilité aussi d'avoir un assistant pédagogique, un assistant en temps réel où ils peuvent nous fournir les supports, ils peuvent nous fournir facilement, même pour les apprenants, ils peuvent leur fournir un retour immédiat sur la prononciation. Là, on va voir que ChatGPT, quand il a développé sa fonction vocale, ça a été aussi une belle découverte, hein, où on va pouvoir discuter avec lui. On va pouvoir, bah, je vais donner tout de suite un exemple concret, mais ils peuvent donner une rétroaction instantanée pour l'apprentissage des langues. Ils peuvent ajuster leur niveau, ajuster constamment pour la maîtrise d'une nouvelle langue. Donc ça permet d'enrichir l'expérience d'apprentissage et puis bah, ça contextualise, si vous voulez, l'apprentissage de la langue. Alors, quel usage maintenant, hein? Quel usage pour l'enseignant et l'apprenant? J'avoue que j'ai un peu mélangé parce que j'ai trouvé plusieurs exemples, mais là, quand on va parler d'optimiser l'usage, c'est clair qu'on doit vraiment réfléchir à les intégrer d'une manière pertinente. Donc, alors quelques exemples, hein, à faire en classe. Par exemple, des scénarios concrets, une simulation de conversation. Les enseignants peuvent utiliser les chatbots ou bien la fonction vocale pour ChatGPT pour simuler des conversations en français. Là, quand vous lui dites agis en tant que vendeur d'un centre commercial, eh bien, tu vas pouvoir interagir avec nous pour nous dire, voilà, et il faut pas, vous pouvez bien évidemment lui dire, il ne faut pas avoir des réponses très lentes, les élèves, ils ont un niveau A2, et là, vous pouvez interagir, chaque apprenant va lui poser une question, va avoir une pratique avec lui, interactif, et ça peut permettre d'améliorer la compréhension orale et l'expression orale. Alors, vous pouvez demander aussi aux apprenants d'analyser des textes en français, par exemple, identifier les thèmes principaux, les structures grammaticales et le vocabulaire. Donc ça leur permet, ça les aide à avoir une compréhension des lectures, à renforcer les compétences de compréhension écrite. Et puis, bah, ils peuvent eux aussi créer pendant le cours, comme je l'ai fait avec mes élèves, mes étudiants. Bon, c'était des étudiants du master, mais je pense que les apprenants qui ont une facilité maintenant d'usage avec ces outils-là, ils peuvent collaborer pour créer des projets multimédia à l'oral et à l'écrit en utilisant les outils de l'intelligence artificielle et ils vont pouvoir, par exemple, créer la musique, la synthèse vocale, les sous-titres, comme vous voulez. Ça leur permettra d'explorer les différents aspects de la langue française. Et puis, bah, le rendu, il est tellement créatif que ça les motive, si vous voulez, à travailler sur ces rendus-là, des petites capsules vidéo qu'ils vont poster sur par exemple, un blog comme Padlet.
autour d'un thème. Vous leur dites, je ne sais pas, les visites de Paris, et là, ils vont pouvoir créer chacun une capsule vidéo autour d'un thème. Donc ça leur permet, ça les motive énormément. Création d'un jeu interactif, les enseignants vont pouvoir intégrer des jeux interactifs sur l'IA. Je peux vous donner des jeux, c'est surtout les quiz aussi qui peuvent être conçus. Et puis, ils peuvent préparer, par exemple, un scénario et basé à 100% sur l'apprentissage d'une manière ludique, par exemple des jeux de quiz qui ajustent le niveau de difficulté en fonction des performances des apprenants. Et ça, c'est possible aussi et très accessible avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, on peut voir des débats simulés, des interviews imaginaires, des jeux de rôle, des pratiques de la prononciation, des jeux de questions-réponses, des échanges culturels, un résumé. Voilà, donc on peut vraiment même organiser des débats, si vous voulez, sur un sujet d'actualité, et les élèves peuvent préparer leurs arguments et interagir avec l'intelligence artificielle et faire des interviews imaginaires. Donc là, on peut voir que ces outils-là entrent en classe et peuvent avoir leur place. Soit en tant qu'une activité en classe, soit en tant qu'outil de création de contenu pour l'enseignant et pour l'apprenant. D'accord? Parce qu'on va les encourager à co-écrire, à la création de projets, à la collaboration et à produire, finaliser un projet multimédia. Donc, on va les encourager à présenter ce projet par groupe. Ils peuvent présenter ça en argumentant le choix artistique, linguistique, tout ce qu'ils veulent. Et tout cela, ça travaille la langue. On ne va pas en faire entrer l'intelligence artificielle juste pour faire joli. C'est pour travailler la langue à l'oral et à l'écrit. Alors, il y a énormément d'exemples, mais ça me paraît quand même très important de faire un focus sur comment on interagit avec l'IA, parce qu'on peut très bien apprécier l'outil, mais on n'a pas cette compétence de rédiger des bons prompts. D'accord? Là, on a un collègue avec vous, là, Monsieur Papayuga, qui nous a montré il y a quelques mois des super prompts sur Dali qui m'ont marqué parce qu'il arrivait et il nous mettait le prompt aussi, la consigne elle-même, et c'était très bien rédigé et il avait cette possibilité d'avoir un bon rendu. Donc, en gros, écrire un bon prompt est essentiel pour obtenir des résultats pertinents. C'est très important d'interagir avec ces modèles de langage, que ce soit Bard, Perplexity, ChatGPT ou autre. En tant qu'enseignant, on doit être maintenant capable de rédiger des prompts en précisant le rôle, l'objectif, et puis certaines restrictions. Parce que si vous, par exemple, vous dites on va travailler un jeu de rôle avec les apprenants, et tu vas agir en tant que vendeur dans un supermarché. Si vous ne rajoutez pas une petite phrase pour dire réponds, attends la question des apprenants avant de répondre, là, vous pouvez avoir des résultats très lents, il va aller dans tous les sens. Et ça peut vraiment avoir un impact sur votre classe. C'est-à-dire que quand on travaille avec ces outils-là, il faut les guider, il faut être précis et il faut justement leur donner des restrictions, à savoir le niveau A1, B1, adopter un ton formel, par exemple, utilise un style précis, on explique à un enfant de 10 ans, on parle à un lycéen, on parle avec un adulte, ok? Là, par exemple, quand je fais ça avec des petits, je leur dis la fonction vocale, allez, on va parler avec Mbappé. Et je demande à ChatGPT, agis comme Mbappé, mais les enfants vont te poser des questions et tu manges quoi au petit-déj, et puis voilà, il va répondre. Tout ça pour les inciter à boire leur lait. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment avoir des restrictions précises et puis un format aussi.
vous pouvez lui dire répondre par un résumé, répondre sous forme de tableau, répondre par une liste à puces. Sinon, les choses peuvent partir rapidement dans tous les sens et si on n'a pas une consigne précise. Créer un quiz de vocabulaire, écrire un dialogue, une lettre, un poème, une histoire, un texte ludique, par exemple, une pièce de théâtre. Il faut vraiment clarifier les objectifs pédagogiques que vous souhaitez mettre en place avant d'intégrer un outil d'intelligence artificielle en classe. C'est important de définir clairement ces objectifs pour que ça soit c'est pour l'amélioration de la prononciation, soit c'est pour l'acquisition du vocabulaire, la pratique de la grammaire, le développement des compétences de communication. Il faut vraiment être très précis et puis choisir les bons outils. Hein, si vous voulez, ils sont tellement nombreux maintenant qu'il est important de choisir ceux qui répondent au mieux à vos besoins et aux besoins de vos apprenants. Donc, il faut vraiment faire des recherches et puis découvrir la plus-value de chaque outil, les tester avant pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre contexte d'enseignement-apprentissage. Et puis les intégrer il faut aussi effectivement s'assurer que ces outils-là sont utilisés d'une manière à renforcer les compétences linguistiques et puis surtout favoriser l'engagement de l'apprenant. On souhaite qu'il s'implique davantage, on souhaite qu'il soit actif en classe, donc on va pouvoir encourager l'interaction. Hein, même si les outils IA ne doivent pas remplacer l'interaction humaine en classe, c'est clair, mais ces outils vont pouvoir compléter et encourager les étudiants à utiliser les outils comme des ressources complémentaires ou des ressources supplémentaires pour pratiquer et renforcer les compétences linguistiques. Voilà, donc je pense que c'est important qu'on se prépare en amont, qu'on puisse bien trouver le bon outil, qu'on puisse le tester, qu'on puisse faire peut-être même, parfois maintenant, ils commencent à développer des librairies de prompts, des bases de données de prompts, qu'on va d'ailleurs aborder le mois prochain, des prompts pour travailler l'écrit, l'oral, la culture, et ça facilite pour l'institution l'usage de ces outils-là, si nous avons à notre disposition déjà une liste pour pouvoir aller plus vite. Voilà, bon, j'ai donné quelques usages d'une manière assez globale, mais je pense qu'on aura le temps aussi après cet épisode d'en discuter. Donc restez avec nous, merci beaucoup pour votre participation et maintenant je vous donne la parole.